Oui, bonjour. Donc 5 minutes pour présenter une vingtaine d'années de travail. On va y arriver. Donc c'est un projet qui a commencé par un programme Life Nature dans les années 2005-2008, puis un financement, un soutien agence de l'eau en collaboration avec l'Office national des forêts, l'agence départementale du Jura, puis d'autres intervenants. Je vais vous présenter le contexte. Donc la forêt de Chaux, deuxième plus grande forêt feuillue de France métropolitaine avec 22 000 hectares, une partie domaniale de 13 000 hectares. Pardon. Dans la zone centrale, ici. Le massif est resté forestier depuis des temps immémoriaux à cause des caractéristiques de ces sols qui sont à la fois très acides mais aussi très humides et parfois caillouteux. Très humide parce qu'on a un substrat géologique qui est étanche et qui explique que le massif soit parcouru par un chevelu très dense d'un réseau hydrographique avec quelques cours d'eau pérennes, dont le cours d'eau principal qui est la Cloge qui occupe la partie centrale du massif, et tout un ensemble de ruisseaux temporaires. Le cumul de linéaires de cours d'eau est de l'ordre de 480 km. Et au cours du XXe siècle, une part très importante de ce réseau, on estime à 80%, et les sols les plus humides, ont été soumis à des travaux, entre guillemets, d'assainissement, dont l'utilisation de ce système de charrues. Ce qui fait qu'il y a eu un réseau de drainage et une modification des écoulements importante, surtout dans les années 1950. Avec des effets bien sûr sur l'évacuation de l'eau, mais aussi à long terme sur l'évolution de ce réseau hydrographique avec des problèmes d'érosion régressive de plus en plus marqués. Vous avez ici un réseau racinaire qui, quelques années avant, 2 années, 3 années avant, la photo ici, étaient bien sûr des racines qui étaient dans le sol. On a peu d'arbres tempérés qui ont des racines aériennes. Et puis, alors ça c'est dans les parties amont. Dans les parties aval, vous avez ici un collègue qui donne l'échelle. On a des érosions qui sont extrêmement importantes, ralenti à certains endroits grâce à la cohérence du substrat géologique, mais qui correspondent à des évacuations de matériaux très importantes, et puis pas seulement du matériau solide minéral, mais aussi de la matière organique, donc énormément de transport de matière, et on a une accélération de ces problèmes d'érosion. Et le résultat, donc si on voit ces coupes au niveau du réseau, on est passé de petits ruisseaux temporaires très peu profonds, souvent une vingtaine de centimètres, avec des possibilités d'inondation très importantes. Donc de l'eau, dès qu'il y a des débits importants, va inonder tout le fond du Talweg. Avec des mises en charge de nappes dans les sols qui sont importantes et une capacité de stockage qui l'est aussi. L'état après travaux, le voici, hein, on a le plus souvent des fossés plus profonds qui sont approfondis à cause de l'érosion régressive, et puis donc une évacuation de l'eau qui est très rapide. Alors, en quelques jours, on perd totalement la nappe. Donc l'intérêt de cette approche, c'est qu'on a travaillé avec des équipes transdisciplinaires. Hein, donc il y a les hommes des sols et des arbres, mais il y a aussi les hommes de l'eau et des poissons. Et justement, les poissons, il y en avait dans la rivière qui collecte tous ces petits ruisseaux temporaires. Les ruisseaux étaient temporaires, mais cette rivière qui s'appelle la Cloge était elle pérenne. Et ici, par exemple, on avait des mesures à la fin des années 60 qui étaient un débit d'étiage de 200 litres seconde, y compris tout l'été. Et actuellement, tout ce secteur-là, l'été, enfin pendant 6 mois par an, il y a zéro. Hein. Et donc, on a perdu énormément de biodiversité. Donc là, on peut la quantifier malheureusement dans le mauvais sens. Après, on essaye justement de rattraper ces pertes. Et où on voit qu'on est passé
de 19 espèces d'éphéméroptères, plécoptères, trichoptères. Donc ce sont des insectes à larves aquatiques qui sont réputés sensibles, exigeants, aussi bien en matière de qualité de l'eau que de qualité de l'habitat, à, disons, 4 avec la même pression d'échantillonnage en 2006. Et parmi les 4, il y en a 3 qui sont des trichoptères intéressants, hein, donc c'est ce qu'on appelle les porte-bûches pour les pêcheurs, qui sont adaptés en fait à des cours d'eau temporaires. Donc on est vraiment passé d'un cours d'eau permanent avec une grande biodiversité à un cours d'eau temporaire peu diversifié. Alors, pour expliquer ça, il y avait effectivement, le cours d'eau lui-même a subi des altérations morphologiques, on est en train de s'en occuper aussi, mais donc il y avait 150 ruisseaux temporaires dont l'hydropériode était manifestement beaucoup plus longue, et Eric vous l'a montré, avec des effets de drainage qui ont abaissé les nappes et qui ont réduit la capacité de rétention d'eau des sols. Alors pour traiter ça, on a eu plusieurs stratégies, dont je vous présente ici les 2 principales. En haut, à droite, le mieux, c'est-à-dire quand il restait encore les matériaux, les merlons de curage, et qu'on avait l'accès, on a rebouché complètement, ce qui fait que là, on a vraiment remonté le niveau à l'originel. C'est le mieux, mais l'avantage et l'inconvénient d'une forêt, c'est qu'il y a des arbres, on ne peut pas passer partout, et parfois, les merlons de curage avaient été enlevés, et aussi, l'érosion avait aggravé l'enfoncement. Dans ces cas-là, la façon originale de faire a été de mettre des séries de bouchons et de contre-bouchons. Donc le bouchon n'est pas original, c'est le contre-bouchon qui est original. À quoi sert le contre-bouchon ? Le contre-bouchon est là pour remonter vraiment le niveau d'eau. Donc, ce n'est pas tellement le méandrage. Bon, évidemment, on ralentit aussi l'écoulement en réactivant les méandres qui souvent étaient encore visibles sur le terrain, pas toujours. Mais surtout, on s'assure qu'on n'a pas une perte de charge dans les parties du ruisseau qui est devenu un fossé, hein, donc du cours rectiligne, qu'on ne pouvait pas complètement reboucher. Mais avec ces systèmes de bouchon contre bouchon, on limitait donc les pertes de charge. Alors voilà ce que ça donne sur le terrain. Ah, donc là, malheureusement, on n'a pas pu tout boucher, mais on a le bouchon amont, le bouchon aval, enfin contre-bouchon et bouchon. Ça réactive les méandres, mais ça permet aussi, encore une fois, de remonter les niveaux d'eau. Hein, alors voilà un exemple aussi avant et après restauration. On voit bien, alors encore une fois, on est obligé d'avoir des actions qui étaient assez fortes, et on a fait ce travail sur une vingtaine de ruisseaux. Ce qui représente actuellement 45 km. Et nous avons donc mis en place un suivi à la fois sur les aspects biologiques, mais aussi sur le fonctionnement des sols, le fonctionnement des cours d'eau et les conséquences aussi sur les arbres. Parce que les forestiers aussi avaient des interrogations sur le devenir des arbres qui sont en bordure des cours d'eau rectifiés. Donc on a mis en place des placettes ici, une placette de suivi. Donc l'ONF s'occupe des arbres, des mesures, état sanitaire, croissance, etc. Et donc nous nous intéressons au fonctionnement du sol. Donc là, on a des séries de piézomètres. Donc on a à peu près 80 piézomètres répartis sur une quarantaine de placettes, sur une dizaine de ruisseaux de ce type-là. Des sondes aussi en fond de ruisseaux qui permettent justement de quantifier les effets des restaurations. Plutôt en approche simultanée, synchronique, où on voit pour un ruisseau non restauré et un ruisseau restauré les effets de remontée de nappe, d'atténuation des battements et surtout d'augmentation considérable des durées de présence de nappe. On ne revient pas du tout à des ruisseaux permanents. De toute façon, pour la plupart, ils ne l'étaient pas. Les changements de répartition des pluies, évidemment, rendent encore plus difficile la présence de l'eau. Mais on passe, par exemple, dans cet exemple-là, de l'absence totale d'inondation, donc plus du tout d'eau sur le sol dans le vallon, à, pour cet exemple-là, 26 jours. Donc là, ça correspond à un suivi sur 3 ans. Avec aussi des durées intéressantes en fin de printemps, augmentation de la présence de l'eau, ce qui a un effet intéressant d'un point de vue biologique. Alors, justement, au niveau biologique, on a fait un suivi en utilisant ces larves d'insectes et plus généralement des macrovertébrés aquatiques comme bioindicateurs, dans le but justement de quantifier l'impact de cette restauration sur la biodiversité.
Et ce qu'on voit, c'est que dans ces ruisseaux, où on avait une diversité de entre 8 et 10 espèces de macro-invertébrés, souvent des macro-invertébrés à intérêt patrimonial, mais 8-10, on arrive, après une dizaine d'années de fonctionnement amélioré de ces ruisseaux améliorés au niveau hydrologique, on arrive donc à entre 14 et 16. Et surtout, on gagne des indicateurs très intéressants, soit des espèces patrimoniales qui étaient encore plus recherchées, parce que, par exemple, ici, vous avez un trichoptère pied de poule là, qui s'appelle la Guenella clatrata, qui est sur la liste rouge de la plupart des espèces, plupart des pays européens, pardon, parce que c'est vraiment l'indicateur du bon fonctionnement des zones humides forestières. Donc il est en train de disparaître un peu partout. Et là, on l'a réobservé alors que les recherches avant travaux n'avaient pas permis de le mettre en évidence. Et puis, on a des gamarres ou des petits mollusques qui ne peuvent pas exister sans la présence d'un écoulement hyporheique assez long, parce qu'ils ont des cycles de vie aquatiques assez longs. Donc on a des indicateurs qui montrent que la vie répond à la restauration. Voilà, on aurait pu aussi vous présenter, ou on pourra en discuter, l'impact sur les batraciens, qui est aussi très très fort. Hein, les batraciens faisant aussi, eux aussi étant transdisciplinaires, entre les zones terrestres et les zones humides. Moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que cette expérience-là qu'on mène effectivement, en fait, depuis les années 2000, on a pu la porter grâce à une très très belle, à mon avis, collaboration entre l'agence de l'eau, l'ONF et l'université. Il y a des conventions très fortes qui ont été signées et surtout un travail en commun qui n'est pas seulement en termes de finances et de technique, mais aussi au niveau scientifique. On a des comités de pilotage qui sont tout à fait passionnants et cette collaboration-là nous permet d'avoir vraiment une grande somme de données et d'informations intéressantes.